Bonjour, je m'appelle Fanny Manard, j'ai 24 ans. J'exerce actuellement une double activité. Je suis infirmière libérale et infirmière à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle dans un service médical d'urgence. J'ai obtenu mon diplôme d'infirmière en juillet 2018 à l'IFSI Théodore Simon. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. Le mémoire de fin d'études, c'est un rite de passage par lequel on est obligé de passer en tant qu'étudiant. C'est ce qui va symboliser la fin de nos études, c'est ce qui va nous faire devenir, entre autres, infirmiers. Et donc, on a un comportement ambivalent. En tout cas, moi, j'ai eu un comportement ambivalent avec mon mémoire de fin d'études. Tantôt, je l'aimais, tantôt, je le détestais. Donc, c'est un comportement très mixte et varié. On ressent tout un tas de choses et on évolue tout au long de ce travail et on grandit avec lui. Mes représentations du MFE avant de commencer, très honnêtement, c'était quelque chose de très horripilant. Je le symbolisais vraiment comme un travail, déjà une obligation. Donc je pense que quand on se représente quoi que ce soit en tant qu'obligation, on n'est pas forcément toujours ravi de devoir le faire. Donc c'était quelque chose de clairement obligatoire et qui m'embêtait. Ça m'embêtait de devoir passer autant de temps sur quelque chose dont je n'avais pas réellement envie en fait. Mes représentations ont bien évidemment évolué parce que c'est quelque chose qu'on crée de toutes pièces, ça vient de nous, ça sort de nous, on le travaille pendant des mois et des mois, c'est un travail qui est très long, qui nous demande beaucoup de réflexion, de rigueur et donc oui, mes représentations ont évolué parce que je l'ai créé. Donc en fin de compte, elles ont changé avec la création de ce mémoire, tout ce travail que j'ai effectué pour lui. Donc oui, elles ont évolué et finalement, c'est quelque chose que j'ai apprécié parce qu'à la fin se développe un sentiment de fierté presque. Le choix du sujet n'a pas été évident parce que je n'avais pas réellement de situation qui m'avait interpellée. Je ne savais pas sur quoi travailler, sur quoi j'allais avoir envie de passer autant de mois et autant de temps à m'investir. Donc au départ, j'avais choisi une situation qui se passait en service de néonatologie, sur l'accompagnement des parents dans la prise en charge d'un enfant qui est né prématurément. Voilà, j'ai vraiment choisi ça comme ça. C'était la seule chose qui potentiellement pouvait m'intéresser un tant soit peu, mais c'était honnêtement un sujet que je peux qualifier de bateau. Il n'y avait pas de fond pour moi, un travail de fond réel derrière ça. Je l'ai travaillé brièvement durant l'été, j'avais une trame arrivée à l'école en septembre. Et puis, en 3e année, j'ai commencé mon stage en réanimation durant 10 semaines. On commence la 3e année par ce stage et j'ai eu la chance d'avoir un coup de cœur pour ce service et cette spécialité, on va dire, dans le travail. Et donc, il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressée et notamment le positionnement des infirmiers lors de certaines prises en charge et plus particulièrement le positionnement de l'infirmier dans les limitations et les arrêts des thérapeutiques de leurs patients en fait. C'est comme on a des problèmes avec la machine ce matin. Je vous soulève la jambe. C'est une patiente qui est là à peu près depuis 3 semaines et qui s'est dégradée au fur et à mesure. Donc cette dame-là, elle est intubée ventilée et en plus elle a l'assistance circulatoire qu'on appelle l'ECMO. Et en plus, comme elle s'est encore plus dégradée, elle a toutes les nuits, on la met sur le ventre, avec tout le matériel. Donc là, on vient de la remettre sur le dos. C'est pour ça qu'il y a plein de choses à faire. Durant mon stage en réanimation, j'ai vraiment un coup de cœur pour le service et puis l'exercice infirmier que je trouve très complet et qui regroupe absolument tous les aspects que j'ai aimés dans tous mes stages. Je peux les retrouver au sein d'un seul et même service, donc ma décision est prise, je veux faire ça professionnellement et puis je rencontre une situation tout particulièrement. Il s'agit d'une femme qui a fait un arrêt cardiaque, une femme relativement jeune, une 40aine d'années. Le no-flow puis le low-flow ont été trop importants, alors elle a quand même récupéré une activité cardiaque après une réanimation d'une 30aine de minutes.
En revanche, il existe d'autres paramètres à prendre en compte et notamment celui qui va engendrer toute cette situation, c'est la fonction neurologique qui malheureusement, elle, a été très altérée par cette réanimation. Au fur et à mesure de la prise en charge, on se rend compte que son état neurologique est faible. Elle n'a pas de signe de réveil franc, on le contrôle avec des électroencéphalogrammes qui montrent une faible activité. Donc on se pose réellement la question du devenir de cette femme, de sa qualité de vie, de sa dignité, et on va se poser tout un tas de questions pour essayer d'obtenir un avis, puis prendre une décision sur la suite des thérapeutiques qu'on va engendrer auprès de cette patiente. Pour cette prise en charge, on va donc décider de se réunir de façon pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y aura les médecins, les cadres de santé, les internes, les externes, les infirmiers, les aides-soignants et les étudiants dont je fais partie à l'époque, qui ont pris en charge cette patiente. Et puis on va se poser tout un tas de questions, s'interroger au sujet de la qualité de vie de cette patiente, de sa dignité et puis de ce qu'elle aurait éventuellement voulu. On va prendre aussi l'avis de leurs proches en considération. On va vraiment réfléchir, avoir toute une discussion collégiale autour de cette prise en charge, de cette vie en fin de compte, parce qu'on va vraiment, à l'issue de cette réunion, décider de l'avenir de cette patiente. Pendant cette réunion, en fait, on évoque la totalité de la prise en charge de la patiente, c'est-à-dire du jour de son entrée jusqu'à l'instant T. On retrace absolument tout ce qui s'est passé et notamment ce qui est le sujet de la discussion, ce qui a fait qu'on s'est posé ces questions-là, qu'on a demandé une réunion pluridisciplinaire pour savoir ce qu'on allait mettre en place pour cette patiente, c'est son état neurologique. Son état neurologique, on le sait, est faible, ce qui nous laisse à penser que malheureusement, il va potentiellement se dégrader de plus en plus, ou en tout cas, s'il reste comme ça, est-ce que vraiment c'est respecter la qualité de vie que la personne aurait voulu? Est-ce que c'est possible pour la famille de supporter aussi de voir son proche comme ça, dans un lit d'hôpital avec plein de technicité autour de lui, c'est-à-dire des scopes qui sonnent souvent, avoir son proche intubé, rempli de câbles électriques pour absolument tout surveiller, c'est aussi compliqué pour la famille. Donc on se pose vraiment la question, pour le devenir de la patiente, est-ce que c'est un bénéfice de la laisser dans cet état-là? Donc on se réunit, on en parle et à l'issue de cette réunion, on se dit que, eh bien non, la qualité de vie de la patiente n'est pas optimum, ne le sera certainement plus jamais, on en est convaincu et donc c'est pourquoi, à l'issue de cette première réunion, on va décider de limiter les thérapeutiques et de voir comment ça évolue. Alors on limite les soins à l'issue de cette première réunion et puis on va observer ce qu'il se passe suite à cette décision et la mise en place des limitations. C'est-à-dire que pour cette patiente, on a maintenu seulement l'alimentation. Ensuite, son état ne s'est pas franchement dégradé, mais il ne s'est pas amélioré. Ce qui nous a conduit à reparler de son cas, à reprendre l'avis de ses proches aussi, savoir ce qu'ils voulaient, savoir ce qu'elle aurait voulu. Et puis, nous avons rediscuté de façon collégiale de cette situation pour décider d'un arrêt des thérapeutiques. Ce qui m'a interpellée lors de cette situation, c'est le positionnement des infirmiers. En fait, on s'aperçoit très vite qu'on est très impliqué dans ce processus et cette prise de décision. Donc, moi, j'ai surtout regardé ça avec mon regard d'étudiante, l'implication, je dirais, profonde des infirmiers et à quel point ils s'investissent
pour la suite de la prise en charge. Donc ma question à l'issue de cette situation, c'était en quoi les valeurs personnelles et professionnelles de l'infirmier influencent-ils son positionnement dans ces processus de limitation et arrêt des actes thérapeutiques ? Étant donné que j'ai changé de situation d'appel un peu à la dernière minute, je dirais que c'est ce qui a représenté mon organisation du mémoire. C'est-à-dire que j'ai un peu fait tout à la dernière minute. J'étais pas réellement en retard parce que j'avais la trame de tout mon mémoire. Je savais ce que j'allais mettre dans chaque partie, j'avais les titres, les sous-parties. Ce que j'avais pas, c'est vraiment un travail plus de... J'avais le fond, mais j'avais pas forcément la forme par moment. J'avais pas forcément les liaisons, les liens entre les parties, parce que pour faire un travail qui s'articule correctement, il faut quand même faire un travail de transition, on va dire. C'est plus ce qui me manquait. En revanche, j'avais absolument tous les éléments grâce à mes différentes recherches, à mes lectures. Donc le fond, je l'avais. Ce qui a été fait à la dernière minute, c'est plus le travail de forme, de mise en page, de liaison, en fait, pour que tout s'articule correctement. J'avais un bloc-notes dans lequel je notais toutes les références, les concepts dont je voulais parler. Puis au fur et à mesure, ce bloc-notes s'est rempli. Ça m'a donné assez d'apports théoriques pour constituer une trame qui a fait suite à ma situation d'appel. Donc je savais de quoi au début je voulais parler pour introduire le mémoire. Je savais qu'il allait falloir parler d'un cadre législatif, évidemment, avec une telle problématique. Ensuite, je savais qu'il allait falloir parler d'un cadre éthique, puis d'un cadre plus relatif aux valeurs. Et là, c'était un petit peu plus flou. Donc, ça a été le dernier cadre qui a été le plus complexe à faire. Mais pour ce qui est du cadre législatif, en fin de compte, c'était plus ou moins très simple. Fallait reprendre les grands textes de loi en rapport avec la problématique pour bien contextualiser la chose. Puis ensuite, ça a été le cadre éthique. Donc là aussi, il a fallu lire des livres et des ouvrages pour faire le contenu de cette partie. Et puis pour la dernière partie, eh bien là, ça a été plus compliqué. Il m'a fallu plus de temps pour trouver des ouvrages, donc chercher des définitions de ce qu'est une valeur. Et puis après, c'est plus de la psychologie. Mais tout était tracé, en fait. Tout s'est organisé au fur et à mesure des lectures. Et puis après, il a resté le travail de mise en forme et de transition à faire. La guidance m'a énormément aidée parce que lorsqu'on échange avec une personne extérieure, en l'occurrence notre référent de mémoire qui est bien au fait de notre travail et qui se renseigne aussi de son côté, ça nous apporte toujours des éclaircissements, des petites lumières sur des choses ou des points qu'on aurait pu oublier, parfois mettre un petit peu de côté, ou bien nous donner des pistes quand il n'y a pas de réel cadre. Par exemple, à propos des valeurs, pour moi, ça a été le grand flou. J'avais pas vraiment d'ouvrage. Donc là, mon référent mémoire m'a été d'une grande aide pour m'orienter vers d'autres sources, par exemple. Pour ma part, ce sont plus les guidances individuelles qui m'ont réellement apporté quelque chose. Ça a à chaque fois mis en lumière certains aspects que j'avais pu oublier, me guider aussi vers des endroits auxquels je n'aurais pas pensé aller, avec un référent mémoire qui fait aussi un travail de recherche pour nous, pour la suite, pour voir l'évaluation, pour pouvoir l'évaluer. Les guidances collectives m'ont plus servi d'un point de vue méthodologie, mais ça n'a pas aidé dans mon travail de fond sur le mémoire. Ça m'a plus remis dans le cadre, recadrer un petit peu les choses, refaire un petit peu mon plan, mieux l'organiser. Mais sinon, c'est plus vraiment, j'ai trouvé un réel intérêt dans les guidances individuelles. Ce qui a été difficile parfois, c'est de trouver des sources fiables. Alors le centre de documentation m'a été d'une grande aide et notamment les personnes qui y travaillent
parce que quand on leur parle de certains concepts, de certaines choses, elles connaissent assez bien leurs ouvrages et savent vers quoi nous orienter. Également ma référente de mémoire qui avait elle aussi réalisé un gros travail de son côté et qui a pu m'aider notamment à propos du concept de valeur par exemple. Ça a été vraiment des personnes ressources qui m'ont guidée afin de trouver des sources fiables pour écrire ce mémoire. Parce que dans notre époque, c'est facile de se rendre sur Internet et de trouver tout et n'importe quoi, mais réaliser une réelle bibliographie avec que des sources vraiment fiables, ça a été un petit peu plus compliqué. Ce qui m'a en revanche énormément apporté, ce sont les entretiens que j'ai réalisés avec les professionnels. Et alors là, ça a été une aubaine. Ça m'a apporté plein d'informations, ça a répondu à plein de choses et donc ça m'a donné de quoi faire un réel travail d'analyse pour la deuxième partie du mémoire. Dans cette partie-là, ça pourrait risquer de faire hors sujet. Vous allez poser des questions aux professionnels et vous allez dire, j'imagine que ça vous arrive souvent d'avoir ce type de patient. Comment ça se passe sur le plan relationnel? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Racontez-moi. C'est pareil. Comment vous faites, vous? Quelles sont vos ressources? Pourquoi vous y prenez comme ça? Et là, peut-être qu'ils vont vous dire, mais parce que on dit ça. J'ai ressenti un réel soulagement à partir du moment où j'ai déposé mon mémoire. Ça y est, il était rendu, il allait être évalué. À ce moment-là, j'étais vraiment soulagée, et vraiment juste soulagée. Il n'y avait pas encore d'autres sentiments. La soutenance, c'est un moment extrêmement angoissant, je pense. Je pense que j'ai jamais autant taquicardé dans ma vie. Ça a été les minutes les plus longues de ma vie. Et puis d'un autre côté, on y va défendre un peu notre progéniture. C'est pendant des mois et des mois, on l'a créé, façonné. C'est un peu la période de gestation, on va dire. Et puis ce jour-là, on va à la délivrance quelque part. C'est un travail qu'on a normalement beaucoup travaillé et on le défend. Voilà, on le défend, on le présente et puis à la fin, on a quand même, je dirais, ce sentiment de fierté d'avoir présenté ce qui nous a tenus en haleine pendant toute l'année. Pour la soutenance, on prépare une trame écrite qui va nous servir de guidance à ce qu'on va dire à l'oral. Généralement, on a laissé notre mémoire de côté et puis on y revient quelques temps après afin de voir certaines choses qu'on n'a pas vues parce que quand on travaille sur quelque chose pendant très longtemps, il y a des choses qui nous sautent plus aux yeux, il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé et puis finalement, quand on y revient après un mois, grosso modo, en le laissant de côté, et peut-être qu'il y a de nouveaux aspects qui nous font face. Moi, ça a été le cas. Je me suis rendu compte qu'il y a certains aspects que je n'avais pas du tout abordés. Et alors là, ça a été la panique. Mais en fin de compte, c'est pas grave parce qu'il y a les limites de notre mémoire et on peut en parler lors de la soutenance, justement. Donc, on se prépare une trame écrite et puis, dans un premier temps, on présente notre mémoire, on en présente le but, puis les limites. Et puis ensuite vient un temps d'échange avec le formateur et le co-jury. Et là, c'est vraiment un moment d'échange où des fois on se rend compte qu'effectivement il y a des professionnels qu'on a totalement exclus de notre mémoire. Moi j'avais vraiment tout misé sur la réanimation, mais en fin de compte, il n'y a pas que la réanimation qui fait des limitations et des arrêts des thérapeutiques. Il y a par exemple les professionnels exerçant en service de soins palliatifs. Moi, mon co-jury, c'était effectivement une infirmière de soins palliatifs. Et à aucun moment, je n'avais abordé cet aspect dans mon mémoire. J'avais effectivement évoqué le thème de soins palliatifs, mais je l'avais à peine défini et survolé, alors que quand même, ça pouvait être un aspect très important. Mais ça n'a pas été grave, j'ai su en parler déjà lors de ma soutenance. Au tout début, je l'ai mis dans les limites, et puis on a beaucoup échangé à propos de ce concept que j'avais mis de côté. La soutenance, c'est vraiment un moment d'échange entre deux professionnels de santé et puis un nouveau professionnel de santé. Parce qu'un troisième année, c'est certes pour le moment toujours un étudiant, mais en stage, on lui demande vraiment de remplacer en fin de compte l'infirmière en fin de stage. C'est vraiment ce qu'on attend de lui. Et donc, quand on va présenter le mémoire, bien souvent, on a fini notre dernier stage ou alors on est en train de le finir, c'est les derniers moments. Et puis, quand on aura passé cet examen,
quelque temps après, ça sera nous vraiment l'infirmier. Donc, c'est un échange entre 2 professionnels de santé certifiés, on va dire, et puis un professionnel en transition. Alors j'ai fini par être diplômée en juillet 2018. J'ai pris un poste en août dans un service de réanimation polyvalente de la région parisienne. Donc j'exerce ma nouvelle vie de professionnelle et puis un beau jour, un coup de fil inattendu de ma référente de mémoire qui s'occupe en partie de sélectionner les mémoires pour qu'ils soient présentés à un concours qui s'appelle le Trophée Sifiec. Et donc, mon mémoire, avec ceux de collègues de formation, ont été sélectionnés pour d'abord concourir au niveau régional. Et donc, je lui dis d'accord, après quelques informations, on retravaille le mémoire et puis on l'envoie. Donc, c'est envoyé à un jury pour qu'il soit sélectionné. Donc, la première étape, c'est le niveau régional. Par chance, c'est le mien qui a été sélectionné et puis ensuite c'est envoyé pour que ce soit étudié au niveau national. Malheureusement, le niveau national n'a pas abouti, ce n'est pas moi qui ai remporté ce trophée Sifiec, mais bon, j'ai déjà la fierté d'avoir passé le niveau régional, c'était déjà extrêmement satisfaisant. Le mémoire, ça a finalement été une belle expérience où j'ai été très ambivalente. Tantôt je l'aimais, tantôt je le détestais. Et puis finalement, à la fin, c'est notre petit bébé, on en est plus ou moins fiers. Et puis, avec le sujet que j'avais choisi et l'orientation professionnelle que je voulais, ça m'a énormément aidée au niveau professionnel. Parce que j'étais... on va dire incollable sur le plan législatif de tout ce qui traitait des limitations et des arrêts thérapeutiques. Pour avoir un positionnement en tant qu'infirmier, le cadre législatif est très important, donc ça fait quand même un point en plus. Et puis surtout, j'étais très au clair en fait avec tout ce que ça représentait et engendrait pour moi, à la fois au niveau personnel et professionnel. Parce qu'un infirmier reste avant tout une personne à part entière, et même si on a une posture professionnelle, je pense que notre posture personnelle n'est jamais très loin. On fonctionne ensemble et on est un être humain avant tout qui prend en charge d'autres êtres humains. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Si je devais donner un conseil aux étudiants qui préparent leur travail de fin d'études, je leur dirais déjà de choisir une situation qui leur parle vraiment. Parce que c'est un travail sur lequel ils vont passer énormément de temps, sur lequel ils vont énormément s'investir. Et si la situation est choisie par dépit, et je sais de quoi je parle, ça ne fonctionne pas. On n'a pas envie de travailler dessus. Déjà, c'est quelque chose qui est très long, qui demande beaucoup d'implication, beaucoup d'investissement. Et donc, faut vraiment choisir quelque chose qui nous parle, qui nous apportera quelque chose. Ensuite, ne pas choisir un sujet qui a été abordé des centaines de fois, sortir un petit peu du cadre trop commun, parce que ça donne une réelle fierté de pouvoir présenter autre chose que ce qu'on a déjà vu et revu. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.